Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la situation en Nouvelle-Calédonie. À l'ordre du jour ce soir, la Nouvelle-Calédonie fait-elle un nouveau pas vers l'indépendance? Depuis le deuxième référendum sur l'indépendance, le 4 octobre dernier, et la victoire à 53,3% du non, les événements semblent s'accélérer en Nouvelle-Calédonie. Dernier rebondissement en date, le 2 février dernier, la démission du gouvernement de 5 élus indépendantistes du FLNKS et la constitution avant-hier d'un nouveau gouvernement qui, pour la première fois depuis l'accord de Nouméa en mai 1988, est à majorité indépendantiste. Cependant, la majorité ne s'est pas encore entendue sur un président pour ce gouvernement de 11 membres et l'ancienne majorité gère encore présentement les affaires courantes. Le tout sur fond de crise liée à la vente entre autres de l'usine de nickel de Goro au sud de la Grande Terre et de coupures avec les pays voisins pour des raisons sanitaires. Pour beaucoup, la possible indépendance s'approche. Elle s'approche avec le troisième et dernier référendum qui est prévu d'ici 2022. Mais dans cette hypothèse, à quelles conditions pourrait-elle advenir? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités et je remercie deux d'entre eux d'être avec nous puisqu'il est 4h20 du matin en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous, Rocco Mitan. Vous êtes avec nous? Merci. Bonjour à vous, puisque nous sommes en fin de journée, mais c'est le jour qui se lève chez vous. Vous êtes président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et représentant de l'Union calédonienne FLNKS. Avec nous également, depuis la Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la deuxième circonscription de la Nouvelle-Calédonie et président du parti Calédonie Ensemble. Et enfin avec nous en studio, et je le remercie également d'être avec nous, Alban Vincent, anthropologue à l'école des hautes études en sciences sociales et très grand spécialiste justement de la Nouvelle-Calédonie. On peut citer votre dernier livre aux éditions Anacarsis qui s'appelle Les sanglots de l'aigle pêcheur et qui revient sur la question des révoltes en Nouvelle-Calédonie au début du XXe siècle. Alors, peut-être une question avant, c'est de revenir dans l'histoire en écoutant le discours de Michel Rocard lors de la signature des accords de Nouméa en 1998. Ce sont les accords qui ont déterminé le cadre de la souveraineté évolutive qui régit la Nouvelle-Calédonie et qui a permis l'accession pacifique des indépendantistes, pour l'instant, au pouvoir cette semaine. Ce nom de Nouméa voudra dire aussi la Nouvelle-Calédonie existe par elle-même. Son acte de naissance est un accord de paix civile entre ses habitants. Elle naît d'une déclaration commune sur la volonté et la manière de prendre en main son destin. Ce nom de Nouméa, à partir d'aujourd'hui, veut dire enfin que la France, vieux pays reclus d'histoire, comme disait Charles de Gaulle, a su trouver assez de jeunesse et de force pour jeter un regard lucide sur son passé de colonisateur et accompagner généreusement l'émergence d'un nouveau pays, la Nouvelle-Calédonie. Comment ne pas vous dire, avec émotion, la joie profonde, la fierté que j'ai à voir mon pays, grâce à son gouvernement, tenir la parole qu'en son nom, je vous ai donné en 1988. Voilà donc la signature des accords de Nouméa. Quand on dit Nouméa, on ne dit pas simplement la capitale de la Nouvelle-Calédonie, mais on dit aussi tout ce qu'il y a derrière ce nom, c'est-à-dire les accords de Nouméa, Alban Vincent. Oui, Nouméa, c'est les accords de Nouméa. Et alors qu'avant, en 88, c'était les accords de Matignon-Oudinot. Donc on était à Paris. Et là, signer ces accords à Nouméa, c'était un pas vers la reconnaissance d'une certaine souveraineté de l'archipel. Alors, on est encore sous ce régime, pourrait-on dire, mais c'est un régime transitoire, qui devrait s'arrêter à un moment ou à un autre. Rocco Mitan, en quoi, justement, cette promesse de Nouméa est-elle encore tenable aujourd'hui, vous qui êtes président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Écoutez, moi, quand je suis signataire de cet accord de Nouméa en mai 1998, et pour moi, signer cet accord, pour nous, bien sûr, le FLNKS, on a signé au nom du peuple kanak, le peuple colonisé de Nouvelle-Calédonie, c'était un accord avec l'État français qui est notre État colonisateur, de
d'emmener, de conduire ce pays et ce peuple qui a été colonisé par la France, qui, comme M. Rocard l'a dit, donc un vieux pays colonisateur, sur sa décolonisation, dans un processus de décolonisation, d'émancipation, devant déboucher sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce déroulé que nous sommes en train de vivre depuis donc 30 ans de Matignon, 20 ans, un peu plus de 20 ans de l'accord de Nouméa, doivent pour nous, en tout cas indépendantistes originaires de cette île, de cet archipel, ça doit déboucher avec les autres communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie sur un projet d'indépendance et de souveraineté pleine et entière. Philippe Gomes, alors il faut peut-être, je l'ai résumé très brièvement en ouverture de cette émission, comprendre la situation actuelle. On a donc eu un deuxième référendum qui s'est déroulé il y a quelques mois maintenant, et puis les non-indépendantistes ont emporté ce référendum, mais néanmoins il y a une poussée des indépendantistes, et puis là depuis quelques semaines, des bouleversements politiques au sein même du gouvernement néo-calédonien, et c'est ce moment-là qui est un moment important qu'il nous faut décrire précisément pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément suivi cela pied à pied. Oui, le chemin que nous avons entrepris depuis 30 ans est un chemin de décolonisation et d'émancipation au sein de la République. C'est ce que Michel Rocard a appelé une souveraineté évolutive. Nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie compétents dans tous les domaines de la vie d'un pays. Tous, sauf les compétences régaliennes qui sont restées dans les mains de l'État, donc limitativement énumérées dans la loi organique, c'est-à-dire la justice, l'ordre public, la monnaie, les relations étrangères et l'armée. Pour tout le reste, nous gouvernons d'ores et déjà nous-mêmes. Nous avons la capacité à édicter des lois, nous avons des mesures protectrices de l'emploi local, nous avons une citoyenneté à nous. Donc, nous sommes véritablement un pays particulier au sein de la République française, qui justifie que nous ayons d'ailleurs un titre au sein de la Constitution. Nous sommes la seule collectivité ultramarine à l'avoir, qui est dans le cadre de ce qu'on appelle des dispositions transitoires, l'accord de Nouméa étant considéré comme des dispositions transitoires. Nous sommes aujourd'hui à la chute de cet accord. La chute de cet accord, le terme de cet accord, c'est 3 référendums qui doivent se succéder. Concomitants viennent dire, pour nous, la chute, la fin, c'est l'indépendance. C'est-à-dire on gagne un référendum et la Nouvelle-Calédonie devient un État. Vous savez, il y a un débat très célèbre entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, où lorsqu'ils avaient signé les accords de Matignon, on leur demandait à l'époque, pour vous, la sortie des accords de Matignon, c'est quoi? Jean-Marie Tjibaou disait l'indépendance avec tout le monde, et Jacques Lafleur répondait la France avec tout le monde. Donc, il y a 2 sensibilités qui se sont opposées tout au long de l'histoire, qui ont réussi à se conjuguer pour construire ensemble aujourd'hui ce chemin d'émancipation. Il faut maintenant qu'on arrête, et ça c'est la position de Calédonie Ensemble, des référendums binaires, des référendums oui ou non à l'indépendance, parce que on arrive aujourd'hui vers un 3e référendum qui aura lieu entre octobre 2021 au plus tôt ou septembre 2022 au plus tard. Ce 3e référendum se terminera peut-être par un 51-49 dans un sens ou dans l'autre. Un 51-49 pour l'indépendance ou un 51-49 pour être maintenu dans la France, ce ne sera pas tenable dans notre pays, ni politiquement, ni en termes d'ordre public, ni en termes de vivre ensemble. Donc c'est pour ça que nous, on dit aujourd'hui, il faut sortir du référendum binaire dans lequel on est et construire un référendum de projet. Un référendum où on arrive à conjuguer souveraineté et république, où on arrive à conjuguer le oui et le non, où on arrive à construire ensemble une nouvelle étape de notre vie dans le lien qu'on est en train de revisiter depuis 30 ans avec la France. Alors, il faut dire que vous tenez ce discours, Philippe Gomes, mais vous avez un poste dans ce nouveau gouvernement avec Calédonie Ensemble, mais il y a effectivement une autre position, disons loyaliste, comme on disait dans le temps et comme on dit encore, celle de l'avenir en confiance, qui est plus importante en termes de membres, de représentants, et qui néanmoins, et qui sort d'ailleurs, qui est du gouvernement sortant, et qui n'est pas d'accord, j'imagine, avec vous. C'est cette complexité qu'il faut peut-être comprendre, Alban Bensaah, dans le moment particulier que nous sommes en train de vivre. Oui, dans ce moment particulier, il est absolument évident qu'il est nécessaire de dépasser ces clivages. C'est ça que le renversement du gouvernement a le mérite d'avoir mis sur la table tout de suite,
Et c'est bien que ça soit fait tout de suite, puisqu'on a encore du temps avant que le référendum, le troisième, s'il a lieu... Troisième et dernier, théoriquement. ait lieu. Parce que là, c'est un petit peu la chute des masques, si vous voulez. C'est-à-dire, et comme le disait M. Gomez, et comme y invitait aussi Rocco Mitan, quelle politique va mener ce gouvernement, étant bien entendu que la question de la souveraineté pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie est un horizon très proche maintenant. Parce que sur ce point-là, vous ne pouvez pas décoloniser sans parler d'indépendance. Il y a une contradiction. Et c'est cette contradiction qui peut être levée par un modèle original que la Nouvelle-Calédonie aurait à inventer. Alors, Rocco Mitan, il faut que vous nous expliquiez pourquoi, alors que théoriquement vous êtes désormais majoritaire, donc les indépendantistes dans ce nouveau gouvernement, et pour la première fois depuis les accords de Nouméa, pourquoi il n'y a pas encore de président à ce gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé au sein même des indépendantistes pour que vous ne parveniez pas encore à un accord? Est-ce que vous allez parvenir rapidement à un accord pour que se mette en place justement ce nouveau gouvernement, Rocco Mitan? Oui, tout à fait. Nous avons bien sûr la volonté de mettre en place ce nouveau gouvernement dans les jours qui viennent, ou en tout cas dans les semaines qui viennent. Disons, le défi qui se pose à nous actuellement, c'est que nous sommes, c'est le FLNKS, en fait, c'est notre mouvement de libération nationale, hein, le Front de libération Kanak socialiste. Mais ce FLNKS est composé de plusieurs partis, donc avec des des tendances, avec des tendances, voilà, avec des tendances idéologiques même différentes. Et nous avons d'un côté donc le parti auquel j'appartiens et qui s'appelle l'Union calédonienne, le plus vieux parti de la Nouvelle-Calédonie, qui a déjà commencé plus de 60 ans déjà. Et l'UNI, le Palika, donc l'UNI Palika, voilà, qui est un parti qui date d'à peu près d'une quarantaine d'années. Les discussions donc ont débuté dès la mise en place enfin pas la mise en place, mais disons l'élection des 11 membres du gouvernement depuis 24 heures maintenant. Nous allons poursuivre ces discussions pour pouvoir nous mettre d'accord essentiellement sur la présidence. Donc quelle personnalité, entre d'une part la personnalité qui est défendue, présentée par l'Union calédonienne, monsieur Samuel Nepeoun, et la personnalité qui est présentée par Unipalika, Louis Mapou, qui des deux donc va assurer la présidence au moins pour les 18 mois à venir. Donc les discussions vont bon train. Nous avons là de ce week-end, donc demain, puisque nous sommes ici vendredi en Nouvelle-Calédonie. Samedi, nous avons une grande réunion de notre mouvement politique, l'Union calédonienne, donc dans le nord du pays, et le Palika donc va aussi réunir son comité directeur, et nous allons débattre pour pouvoir trouver ensemble les modalités qui pourront donc faire en sorte que dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, nous puissions avoir un président et un vice-président. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a 11 membres dans ce gouvernement, donc 3 de votre union, 3 de l'autre Uni FLNKS, ça fait donc 6 pour les indépendantistes et 5 pour ceux qui sont considérés comme des loyalistes. Les non-indépendantistes. Oui, les non-indépendantistes. Du côté de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez qu'un représentant dans ce nouveau gouvernement. Il y en a 4 qui appartiennent à l'Avenir en Confiance, et l'Avenir en Confiance, qui était au gouvernement jusqu'à encore quelques jours, dit que désormais la Nouvelle-Calédonie est ingouvernable avec justement ce statut tel qu'il est en train de se mettre en place, ce gouvernement, et qu'il convient de revoir les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est gouvernable, ingouvernable dans le statut dans lequel on est pour l'instant? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui les indépendantistes au Congrès représentent 26 élus sur 54, les non-indépendantistes 25, et il y a un parti qui est composé de 3 élus qui s'appelle l'Éveil océanien, qui est un parti de la communauté wallisienne et futunienne, un parti identitaire, et ce parti-là, qui s'est déclaré ni indépendantiste ni non-indépendantiste, a basculé à l'occasion de l'élection de Rocco Mitan à la présidence du Congrès d'une part, et maintenant à l'occasion de l'élection du gouvernement du côté des indépendantistes. Il se dit indépendant, ce parti en l'occurrence. C'est ça, indépendant. Indépendant mais pas indépendantiste. C'est ça. Et donc,
c'est ce parti aujourd'hui qui a fait la bascule et qui a donné la majorité aux indépendantistes, au Congrès, au gouvernement. Donc en l'état actuel des choses, sous réserve bien évidemment que l'éveil océanien reste positionné sur l'alternative FLNKS, comme c'est le cas maintenant depuis 2 ans, à partir de ce moment-là, il y a une majorité qui représente au Congrès 30 élus pour soutenir le gouvernement. Donc dire que c'est ingouvernable, c'est quelque chose qui est erroné. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous allons de toute façon très rapidement vers un 3e référendum, peut-être dans 6 mois, peut-être au plus tard dans 18 mois. Donc, et le 3e référendum marque le terme de l'accord de Nouméa. Ça, c'est une certitude absolue. Il ne pourra pas y avoir de nouvelles élections provinciales en 2024. Donc, la question qui se posera à nous au lendemain de ce 3e référendum, c'est se mettre autour d'une table pour discuter. C'est ce que dit l'accord de Nouméa. S'il y a un 3e nom à l'indépendance, l'accord de Nouméa dit, je cite, « Les partenaires de l'accord de Nouméa se retrouvent autour d'une table pour examiner la situation ainsi créée. » Vous avez compris que c'est quand même d'un flou artistique. Et donc, on devra de toute façon essayer de trouver comment poursuivre notre chemin en construisant un nouveau consensus. Ce sont les consensus qui ont permis à la Nouvelle-Calédonie d'avancer dans l'histoire, le consensus des accords de Matignon et ensuite, en 98, le consensus de l'accord de Nouméa. Lorsque nous n'avons pas fonctionné sur la base du consensus, ça a donné les événements des années 80 avec le paroxysme du drame d'Ouvéa. Donc, il nous faudra de toute façon trouver de nouvelles passerelles entre Calédoniens si on veut que notre pays reste en paix. Alban Vincent. Oui, je voulais dire à propos des Futuniens et des Wallisiens, que ce sont et donc de leur parti, le parti qui les représente, l'éveil océanien. De l'éveil océanien, je pensais déjà qu'ils allaient basculer du côté des indépendantistes à cause de l'affaire de Goro et de Proxy Ressources et du débat sur le nickel. Alors il faut expliquer, parce qu'on n'a pas encore introduit cela dans la discussion, effectivement que depuis maintenant quelques semaines, le propriétaire de l'usine de nickel du sud de la Grande Terre, donc à Goro, qui n'est pas très éloigné de Nouméa, qui est un groupe brésilien, a décidé de le vendre et qu'il y a une discussion sur les capacités, qui doit le racheter, dans quelles conditions, etc. Et que pour l'instant, il y a eu un blocage de cette usine pendant de très nombreuses semaines, qui visiblement est maintenant levé, mais néanmoins cette question est très importante parce que c'est un poumon économique très important, cette usine de nickel. Voilà, c'est un poumon économique très important, mais la question est de savoir si le nickel, la terre chargée de nickel qui va être extraite est retraitée sur place et raffinée comme c'est le cas dans l'usine du Nord, de la province Nord, à Koniambo, ou si cette terre chargée de nickel va être vendu en l'état à bas coût. Or, on était sur cette base-là, avec l'accord qui allait être signé ou qui était sur le point d'être signé. Accord qui est contesté par les indépendantistes. Il est contesté par les indépendantistes, mais il a été contesté aussi par les Futuni, par l'éveil océanien. Il a été contesté par eux. Ils le disent parce que c'est une terre océanienne. C'est un sentiment qu'on leur arrache dans un libéralisme échevelé, qu'on leur arrache une part de leur présence dans les archipels du Pacifique. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut véritablement comprendre, c'est que la décolonisation, c'est pas simplement un problème de répartition des pouvoirs, de vengeance, etc. C'est un problème d'appartenance de toute une communauté océanienne à une terre. Et là, il y a un lien très fort que tous les spécialistes de l'Océanie connaissent bien. Oui, reconnaissant, on a rajouté donc par rapport à ce que nous disions au départ, qui était de la pure politique, d'une certaine façon, avec ce que vient de dire Alban Vincent, on rajoute cette question économique, cette question de gestion et de gestion de la terre, qui est visiblement très importante à vos yeux. Oui, de toute façon, ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question fondamentalement politique, hein, puisque ça met en cause deux choses, hein, soulève deux aspects qui pour nous c'est fondamental. Hein. C'est la maîtrise de la ressource, puisque quand on parle des ressources du sud, comme en Calédonien, de la Grande Terre, bien sûr, on parle du diamant de Goro. Goro, c'est le lieu le nom du lieu
dans l'extrême sud du pays, le diamant de Goro, qui recèle d'immenses richesses, notamment en nickel, cobalt, etc. Donc c'est la ressource, c'est la terre. Donc pour pouvoir mettre en valeur, il faut pouvoir bien sûr mettre en valeur cette ressource, mais faire en sorte qu'elle soit exploitée au mieux et non pas que non seulement pour les Kanaks de l'endroit, mais aussi pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, ça soit sujet à la prédation qu'on a connue dans l'exploitation de notre nickel depuis plus de 100 ans maintenant. C'est la question de la ressource, donc il faut protéger cette ressource et il faut mettre en place des outils qui puissent valoriser au mieux ces ressources. Et puis un autre aspect important que je voulais souligner aussi, c'est que les 20 000 personnes qui habitent autour de cette usine, et notamment les Kanaks de ces œuvres, c'est essentiellement les Kanaks qui habitent autour de ce site-là, eh bien il faut leur consentement. C'est le droit des peuples non seulement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais c'est aussi une disposition de la charte des droits des peuples autochtones de 2007. Les repreneurs doivent recueillir, si vous voulez, le consentement préalable et éclairé des populations locales. Et c'est là où ça a pêché par rapport déjà au début de la mise en valeur de ce gisement-là, donc il y a une vingtaine d'années, mais et c'est remonté à la surface. Si vous voulez, c'est ce débat politique et économique bien sûr, mais c'est un débat politique de fond, et remonté à la surface avec la cession, toute la problématique de la cession des 95% détenus dans la société Vale NC actuellement par Vale Canada, et notamment l'offre faite pour la reprise par la compagnie financière. Donc c'est une compagnie internationale, une société internationale. Donc le Suisse Trafigura avec un partenaire local. Donc tout cela, si vous voulez, ça fait une sorte de mélange, si vous voulez, détonnant, qui fait que il faut prendre en compte tous les aspects de ce problème-là et l'impact de ce problème-là sur la question politique, c'est-à-dire sur les discussions qui ont été initiées dans le cadre des différentes réunions que nous avons eues avec le gouvernement français sur par rapport à l'organisation du 3e référendum. Philippe Gomez, je crois que cette région sud est gouvernée donc par l'avenir en confiance. L'autre tendance donc plus importante que la vôtre, Calédonie Ensemble, donc de gens qui sont des non-indépendantistes, mais vous avez vous-même une implantation locale, je crois, enfin votre parti une implantation locale du côté de Goro. Est-ce que ce cas de cette mine est si important justement qu'il est le cas de bascule, pourrait-on dire, justement dans une situation qui pourrait être plus tendue? Elle a été très tendue au mois de décembre avec des exactions qui ont été menées sur ce site, avec des menaces qui ont été données vis-à-vis des repreneurs potentiels. Tout cela, est-ce que c'est un moment de bascule justement, cette question économique mais aussi politique, nous explique Rocco Mitan autour de cette usine? Oui, pour vos auditeurs, il faut rappeler deux choses. La première, c'est que la Nouvelle-Calédonie dispose des deuxièmes réserves du monde en matière de nickel. Donc, on est un immense caillou de nickel. Et puis la deuxième, et que les batteries électriques dont tout le monde voudrait aujourd'hui sont composées en grande partie justement de ce même nickel. Donc, c'est disons une richesse qui est assez convoitée ces temps-ci, y compris par des voisins plus proches que la métropole, que sont la Chine ou d'autres voisins comme cela. Tout à fait, et que nous avons donc 3 usines métallurgiques dans le pays qui font de nous l'un des principaux producteurs de nickel au monde. La deuxième chose à savoir, importante, c'est que toute notre histoire politique s'est construite avec une déclinaison nickel. En 1988, c'est la possibilité pour les Kanaks, pour la première fois, et le FLNKS, de disposer de leur propre société minière, qui a été un élément majeur de la signature des accords de Matignon. En 1998, c'est la possibilité qui a été donnée au FLNKS d'obtenir un gisement qui s'appelle le Cognambo en province nord. Et sur ce gisement, une usine a été construite qui participe au rééquilibrage du pays. Une usine qui n'est pas en très bonne forme économique, d'après ce que j'ai cru comprendre ces temps-ci, enfin, qui est en difficulté. Aucune des trois n'est dans une forme économique éblouissante pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que ces 3 usines aujourd'hui perdent de l'argent, qu'il s'agisse de celle du Nord, de celle de la SLN qui est propriété du groupe Eramet, qui est un groupe français, et de celle de Vale Nouvelle-Calédonie dont vous avez parlé. Donc, politique et nickel en Nouvelle-Calédonie, ça se conjugue ensemble, et c'est parce qu'on a trouvé des solutions concernant
l'évolution de notre développement économique en matière de nickel qu'on a pu parallèlement trouver des solutions politiques. Sur le dossier de l'usine de Goro, il fallait pas être grand clair pour savoir que entre deux référendums, si cette usine était vendue, il est bien évident que d'une part les coutumiers du Sud dont a parlé Rocco Mitan et d'autre part le FLNKS n'allaient pas laisser cette affaire se faire toute seule. C'est bien évidemment la maîtrise des ressources minières, la maîtrise des ressources naturelles qui est le fer de lance de la politique du FLNKS dans le cadre de sa volonté d'accéder à l'indépendance. Donc, on a eu assez naturellement, je dirais, les blocages qui ont été organisés et qui ont généré des troubles à l'ordre public particulièrement importants chez nous, puisqu'il y a eu des barrages. Bien sûr, les populations locales qui n'étaient pas contentes des barrages ont organisé des contre-barrages. Un certain nombre d'entre eux ont été armés, des centres miniers ont été bloqués, le port a été bloqué, des manifestations ont eu lieu, et au bout du compte, le gouvernement a été renversé aussi du fait de l'usine de Goro. Donc oui, l'usine de Goro a été le détonateur d'une crise politique qui couvait certes depuis un certain temps, mais qui a fini par exploser comme je viens de l'indiquer.